Je suis vraiment ravi en tout cas de vous partager l'histoire de Juanse et on reviendra sur le nom dans l'un des plus bels hôtels de Medellín et même l'hôtel le mieux designé on va dire d'Amérique du Sud. J'ai une première question pour toi. Je me demandais depuis quand tu es à Medellín et quel est ton lien avec le pays parce que j'ai l'impression que tu es depuis toujours t'es en Colombie quoi. Ouais, merci Jérémy. En fait, je suis franco-colombien et en 2008, j'ai eu la piqûre de la Colombie. À chaque fois qu'on venait, quand on était plus jeune. Et en fait, en 2008, où en France et en Europe commençait un peu cette fameuse crise qu'on avait, étant dans la partie commerciale, on savait ce que c'était un peu plus dur pour atteindre les objectifs. Et au final, la Colombie était vraiment en train de décoller. Donc je suis venu avec un aller simple en 2009, ici en Colombie. Et ensuite, voilà, on a commencé par Medellín et ensuite Bogota. Donc tu es franco-colombien de par Franco-colombien. ta maman. Exactement, ouais. Et tu étais déjà venu plus jeune en Colombie dans les années 2000, aux alentours même avant Ouais, ouais, alors depuis tout petit, depuis ma naissance, on venait chaque année, tu vois, 2, 3 mois. Donc c'était intéressant d'avoir un petit peu ce feeling du pays et connaître un peu ta double culture en fait. Moi, la chose qui m'a le plus marqué, je pense, c'est la couleur de la Colombie, enfin le vert Ouais, partout et l'immensité du pays. T'as quoi aussi, même si c'était très jeune toi, donc ça t'a habitué, ouais. c'était quoi pour toi le plus choquant ou quand tu avais ta vie en France et tu venais peut-être passer tes vacances ou autre en Colombie, c'était quoi qui te marquait le plus quoi? Ouais, je pense que les Colombiens, ils ont deux choses à être vraiment très fiers d'eux. La première des choses, c'est vraiment la joie de vivre. Il y a une joie de vivre que je pense qu'après plusieurs années, en ayant été ici en Colombie, on se rend compte que le Colombien, avec peu de choses, il arrive à avoir un niveau de vie où il arrive vraiment à avoir, si tu veux, une perspective sur la vie vraiment différente par rapport à nous. On a tout en termes de besoins. Et la deuxième chose, c'est vraiment les paysages. Les paysages ici en Colombie, c'est hallucinant. On a tous les types de climats. Et c'est vrai que c'est un pays encore où il y a pratiquement 40% encore à découvrir de la Colombie. Donc c'est hallucinant. Comment ça s'est passé en fait? Dès le début, tu voulais travailler dans le secteur de l'hôtellerie? À quel Ouais, moment ça t'a ouais, pris? ouais. Je pense que c'est depuis tout petit. Vous savez, en France, on a beaucoup l'occasion de faire ses stages en troisième, etc. Et c'est vrai que je l'avais fait dans un superbe hôtel à Paris. Et ça m'a piqué le virus. C'est un virus qui vous pique. Je pense que c'est un métier de passion. C'est un métier où justement il faut dédier et au final on aime bien servir. Ce terme hospitalité, il est vraiment très important et je pense que ça donne un peu à tous les hôteliers qui nous regardent cet esprit justement de pouvoir continuer à s'améliorer chaque jour. Donc c'est un virus. Donc tu as eu ce stage de troisième où tu t'es Ouais, retrouvé dans un magnifique lieu. ouais, Et entre, tu vois, la troisième et un peu tes études, comment ça a évolué ce premier stage professionnel? Tu t'es ouais. dit un jour j'aurai un hôtel à Ouais, c'est moi? sûr. Alors c'est l'objectif de beaucoup d'entrepreneurs, c'est de pouvoir avoir son propre hôtel. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on a la possibilité de travailler pour un groupe d'investisseurs qui est très intéressant, ici à Medellín. Et pour l'instant, c'est vraiment prendre beaucoup de connaissances et justement d'apprendre qu'est-ce qu'on peut faire, comment est-ce qu'on peut laisser une empreinte un peu sur le panorama de l'hôtellerie. Oui, des expériences commerciales en France, un petit peu en Espagne, et ensuite en 2008 ici en Colombie, toujours dans l'hôtellerie. Et donc tu es arrivé ici plutôt dans la partie commerciale où tu vendais aux Alors, pairs. ouais, ouais. Alors on a ouvert un hôtel ici à Medellín, le premier hôtel boutique de Medellín en 2010 qu'on a ouvert, un petit hôtel boutique. Et ensuite, à partir de là, c'est vrai que je suis parti à Bogota ensuite. Et à Bogota, j'ai pu avoir une expérience chez Booking.com où on a ouvert Booking.com ici pour la Colombie. Et on s'occupait de 6 pays: Colombie, Équateur, Suriname, Venezuela et les 2 Guyanes. Et la base était à Bogota. Donc j'ai pu faire partie de l'équipe d'ouverture. Et c'est vrai que ça a été fascinant cette expérience. Ouvrir une technologie comme ça, un développement comme ça sur la Colombie. Et je pense que ça s'est très bien adapté au marché. Il y avait une très bonne politique.
Avant de revenir sur l'histoire de ce magnifique hôtel, le 23 Hotel de Medellín, euh, ça représente quoi aujourd'hui, tu vois, l'hôtellerie en Colombie? C'est un des pays les plus visités d'Amérique du Sud. Mhm. Ça serait quoi un peu pour toi, tu vois, l'impact de l'hôtellerie sur l'économie Ouais. colombienne? Alors, il faut savoir qu'avant la pandémie, nous, on a ouvert cet hôtel. Alors, le 23 Hôtel, c'est un hôtel de 28 chambres, plutôt boutique lifestyle, je dirais. On est plutôt catégorie 5 étoiles. Donc, on essaie de se positionner un petit peu sur le haut de gamme colombien ici. Il faut savoir qu'avant la pandémie, l'industrie du tourisme représentait 3,7% du PIB national. Après la pandémie, on est approximativement à des niveaux de 5,5-5,6% du PIB national. Et depuis 2 mois, nous avons un nouveau gouvernement qui souhaite que justement le tourisme soit la locomotive de la Colombie. Si on regarde un peu à titre macroéconomique, la première industrie, c'est la partie minière. Ouais. Donc vraiment sur cette partie. Et le nouveau gouvernement souhaite changer pour que ce soit le tourisme la première industrie de la Colombie. Donc de belles perspectives en croissance pour nous ici dans la Colombie. Ouais. Aujourd'hui, sur une ville comme Medellín, la deuxième plus grande ville du pays, à peu près 2 millions d'habitants, combien il y a d'hôtels disponibles ou combien il y a de différents groupes ou d'hôtels? Ouais, alors des hôtels, il y en a 425 hôtels ici à Medellín. Il faut savoir que bien sûr, on a toutes ces problématiques un petit peu dans toutes les grandes villes où il y a des appartements meublés, non enregistrés et tout ça. Mm. Tout ce qui enregistre, euh, si on regarde le nombre d'établissements qui sont ces 425 hôtels, ça représente environ 14% de l'offre d'hébergement. Donc ce n'est rien. Ce Ouais. n'est rien du tout par rapport aux autres grandes villes ou les marchés matures. En comparaison, tu vois, sur les autres villes, par exemple, une ville comme Paris ou Bordeaux. Ouais, alors là, je ne vais pas m'aventurer sur les Ouais, non. chiffres. Mais c'est vrai que je pense qu'il y a une possibilité de développement qui est encore très forte pour l'industrie hôtelière, pour des marques qui souhaitent se positionner et bien sûr pour nous, à titre local, pour continuer à grossir un petit peu dans le panorama hôtelier. Et si on revient un peu sur l'histoire de 23 hôtels, toi, ça a été quoi le moment, tu vois, déclencheur où tu t'es dit, c'est bon, ça fait 5 ans que je suis chez Booking, il est temps de repartir dans l'hôtellerie et Ouais. revenir à la gestion d'un hôtel? Ouais, alors ça a été quand je suis revenu de Paris, de 2016 à 2018, on était à Paris avec ma femme et on est revenu ici en 2018 et on se disait, bon, ben, quelles sont nos options? Soit on revient à Bogota, soit on revient à Medellín et l'occasion a été de revenir ici à Medellín. Entre-temps, j'ai travaillé pour une société américaine dédiée sur la partie technologie hôtelière. Et voilà, pendant un an, ça a été justement. Alors, j'étais la seule personne ici en Amérique du Sud. Donc, c'est vrai que travailler avec toutes ces équipes qui sont plutôt à distance, tu connais ça, Ouais. Jérémy, c'est quand même un challenge et surtout en pandémie, je pense. Parce qu'on était en pleine pandémie, donc on se disait, bon, comment est-ce qu'on va articuler tout ça? Et au fur et à mesure des conversations, à chaque fois, je parlais avec plus d'investisseurs ici, des personnes que je connaissais. Et à chaque fois, on voyait qu'il y avait beaucoup plus d'atouts, d'attractivité entre les deux modes de pensée. Et ils ont dit, bon, ben, Jean-Sébastien, il y a un projet à faire, ça t'intéresse ou pas? Allez, bingo, on est parti. Et donc, toi, en plein milieu de la pandémie, tu prends la décision, du coup, Ouais, de, de créer une société hôtelière et de commencer par construire le premier hôtel? ouais. En fait, l'idée, l'hôtel était déjà pratiquement à 30% de construction, mais euh, c'était vraiment de se dire, bon, ben voilà, quel est le challenge et comment est-ce qu'on va réussir à faire ce projet, parce que le projet était très bien articulé. Euh, je pense qu'il y avait vraiment des éléments pour pouvoir se démarquer. Et au final, voilà, c'est de se dire, prendre la première feuille blanche, le premier stylo et se dire, bon, ben, par quoi on commence? Je pense que ça fait partie de chaque entrepreneur, non? Chaque entrepreneur il est obligé de passer par cette phase-là et de se dire, de se mettre là, de se rester concentré et de se dire, bon, ben, par quoi on commence? Toi, la particularité, c'est que tu es gérant aujourd'hui du groupe et de l'hôtel 23. Mhm. C'est-à-dire qu'il y a un groupe d'investisseurs qui se sont réunis pour avoir ce projet en tête, plus ou moins avancé, comme tu dis, 30%. Et Ouais, donc, toi, tu as hérité un peu du bébé. Et ça a voilà. été quoi ton rôle du début à aujourd'hui, un an après l'ouverture Ouais. de l'hôtel? Alors, le premier objectif, ça a été de lancer l'hôtel, euh, bien sûr de constituer l'équipe, de bien la former à des processus opérationnels et au final de se dire, bon, ben, quelle est l'expérience qu'on veut transmettre aux clients.
Donc ça, je dirais que c'est les principaux objectifs qu'on a pu faire. Ensuite, clairement, ça a été en Colombie, alors pour que vous le sachiez, comparé à la France, c'est on a ouvert cet hôtel en janvier 2021. Janvier, février, mars, très bien, on monte. Avril, mai, tout est fermé ici en Colombie. Donc c'est vrai que ça a été un choc assez important pour nous. Et ce qui a été très intéressant de mon groupe d'investisseurs, ça a été justement de se dire comment est-ce qu'on va employer ce temps. Parce qu'au final, on a nos équipes qui étaient déjà dans l'hôtel. Et au lieu de licencier ces personnes, ça a été non, on va les former. Donc on a pris ces 2 mois pour pouvoir former justement nos équipes en termes de services, en termes justement d'améliorer un petit peu nos processus. Et je pense que c'est ce qui nous a permis ensuite au mois de juin et juillet remonter la pente très rapidement et pour aujourd'hui arriver à des niveaux très satisfaisants. Ouais. C'est quoi les grosses difficultés, tu vois, que tu as pu rencontrer entre ce projet qui était commencé à 30% et aujourd'hui? Ça a été quoi les plus grosses difficultés au-delà de la pandémie Ouais, qui a impacté ouais, majoritairement et notamment le secteur de l'industrie? ouais. Je pense que c'est vraiment le personnel. Le personnel, justement, comment arriver à le former, comment arriver à lui faire comprendre qu'on souhaite créer, je ne dis pas une famille, parce qu'au final, on n'est pas une famille, si tu veux, mais qu'ils puissent s'approprier eux-mêmes du projet. Donc je pense que dans tous les hôtels, il y a un besoin très fort en termes de formation, et surtout ici en Colombie, ce qu'on peut voir, comparé en France ou dans d'autres pays où on a des structures qui permettent justement d'avoir des certificats, des choses comme ça. Ici en Colombie, je pense qu'il y a encore un gros travail à faire sur cette partie-là. Au final, on peut se poser la question, nous, comme professionnels, comment est-ce qu'on peut apporter ça? Et s'ils vont dans un autre hôtel ou une autre chaîne hôtelière ou quoi que ce soit, ils vont se dire, ah, tu viens du 23 hôtel, bah, très bien, je sais que tu as un bon niveau de service alors. Je pense que c'est là-dessus qu'il faut justement se poser la question et répondre à cette problématique. On est là en effet dans un objectif de créer de la valeur, mais on a un objectif également de créer de la valeur pour notre personnel et de se dire, bon, bah, super qu'il puisse partir dans son bagage professionnel avec de nouvelles compétences. En moyenne, dans l'hôtellerie, les gens restent longtemps, font toute leur carrière, restent quelques mois. C'est quoi un peu après un an le lancement et c'est pas le premier hôtel que tu gères? Ouais. Alors, je dirais les parties opérationnelles, c'est surtout la partie F&B, comme on appelle Food and Beverage, qui est très difficile à maintenir. Surtout parce qu'ici à Medellín, il y a eu un boom gastronomique. Donc au final, il y a plein de restaurants qui arrivent avec des nouveaux concepts, qui proposent des nouvelles choses. Et au final, c'est vrai que c'est assez difficile de maintenir le personnel. Donc c'est à nous de penser la manière, comment est-ce qu'on fait pour justement retenir ce personnel, lui proposer des formations, lui proposer de nouvelles choses qu'il puisse apprendre et qu'on puisse avoir la fidélisation. Ensuite, je dirais, c'est également le personnel de chambre. Également, le personnel de chambre, également, il est souvent assez flexible et généralement, pour quelques pesos de plus, ils peuvent partir sur d'autres hôtels. Donc, c'est à nous de penser différemment sur cette partie. Puis il y a quelque chose qui est particulier en Colombie, c'est-à-dire qu'ils peuvent ne pas se pointer le matin. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de préavis de 3 mois ou autre, c'est du Voilà, jour au lendemain. On voilà. peut démissionner d'une boîte et commencer le lendemain à 16h Ouais, dans la boîte d'à côté, quoi. exactement, exactement. D'où je pense qu'en France, on est plutôt bien blindé sur cette partie. Donc c'est très intéressant de voir ça, mais c'est également de se dire en Colombie comment est-ce que ça va pouvoir changer également. Parce Du coup, qu'en effet, comme tu dis, Jérémy, c'est le même jour, voici ma carte, ciao, je pars. tu investis beaucoup plus dans la rétention de tes talents que par exemple dans les entreprises technologiques ou autres qu'il peut avoir dans des boîtes européennes, quoi. Alors c'est différent ici parce que je sens que le profil, bien sûr, c'est un autre type de profil, c'est un profil qui est un peu plus opérationnel, certes. Maintenant, ce que l'on voit, c'est justement comment est-ce qu'on peut donner également pour la famille des bénéfices. Donc, par exemple, ici en Colombie, où on est très très famille, c'est quelque chose que nous on fait auprès de l'hôtel, où on offre 2 jours par an du Dia de la Familia, où on crée justement des événements pour les familles les week-ends. Donc ça, c'est assez intéressant justement, et c'est quelque chose qui privilégie. Euh, je pense que c'est là-dessus, quand tu parles de rétention, c'est super intéressant, parce que dans la tech, en effet, on essaie de voir quelles sont les meilleures conditions de travail qu'on peut Ouais. donner, etc. Et au final, on se pose la question ici en Colombie, au niveau opérationnel, par exemple, pour une personne de femme de chambre, euh, c'est justement de se dire, bon, ben, qu'est-ce qu'on peut lui apporter en plus? Parce que son travail va être le même, mais comment est-ce qu'on peut le faire d'une manière différente ou lui apporter d'autres types de compétences, ouais. Et il y a quelque chose que je trouve fascinant avec l'hôtellerie.
On parle souvent, tu vois, dans les entreprises tech de culture, mais dans l'hôtellerie ou la restauration, on rentre dans un lieu et on sent vraiment la différence, quoi. Il n'y a Ouais. pas un hôtel qui est identique, il n'y a pas un restaurant qui est identique. Comment ça symbolise, tu vois, cette culture et comment tu crées en fait une culture, toi qui l'as créée Ouais. de toutes pièces, comment tu matérialises? Ça, c'est une très bonne question parce que je pense que c'est le défi un peu de toutes les entreprises, non? Que la personne se sente identifiée à l'entreprise et au travail qu'ils sont en train de réaliser, les fonctions qu'ils sont en train de faire. Nous, c'est vrai qu'en étant sur un hôtel boutique, on sent un petit peu cet esprit réellement de personnalisation. Et cette personnalisation, mon personnel doit la faire avec les clients qu'on reçoit, mais moi, je suis obligé également, comme gérant d'entreprise, de la faire avec eux, avec mes collaborateurs. Donc c'est là où je pense on doit penser cette double manière. Ça doit être un espèce de V, en fait. Et nous, on a quelques actions qu'on fait chaque semaine ici. Donc je pense que c'est ça qui est intéressant, où ils se voient justement, je vois que l'entreprise, elle investit pour nous, je vois qu'on améliore ses conditions, etc. Donc, ouais. Il y a beaucoup d'hôtels qui ouvrent, il y en a quelques-uns qui ferment. Pour toi, c'est quoi les critères de succès, tu vois, d'un hôtel de sens large, que ce soit la Ouais. localisation, le personnel, la culture? C'est quoi aujourd'hui pour toi les grosses erreurs que font peut-être d'autres de tes concurrents ou d'autres acteurs un peu plus Ouais. anciens qui ont pas eu le même succès que toi? Alors, je trouve que c'est super intéressant ta question, Jérémy, parce qu'au final, ici en Colombie, c'est un marché qui est quand même très neuf. Et ce marché neuf, au final, quand il y a une loi de l'hôtellerie qui est arrivée avec le gouvernement, il y a deux gouvernements passés, avec le président qui était au pouvoir, qui s'appelait Uribe, qui a émis une loi pour les hôtels, où il y avait une exemption justement des impôts à payer pendant pratiquement 30 ans. Donc c'est vrai que ça a dynamisé le marché, les investisseurs internationaux sont arrivés, ils ont dit bah, super, je n'ai pas à payer des impôts sur cette partie de la renta, ce qu'on appelle, ici en Colombie pendant 30 ans, donc c'est sûr que c'est un bénéfice énorme. Donc on a vu, si tu veux, beaucoup d'hôtels qui sont arrivés, des investisseurs qui ont mis de l'argent, qui ont créé des hôtels, et ensuite des opérateurs internationaux qui sont arrivés. Ce qui a été très marquant, ça a été de voir le niveau de professionnalisation que ces chaînes sont arrivées et ont pu former le personnel. Et aujourd'hui, ça a obligé un petit peu cette hôtellerie traditionnelle colombienne à se dire, hey, si je ne bouge pas, je vais me faire manger. Il n'y a pas d'autre mot. Donc ça a été, si tu veux, un challenge pour l'hôtellerie traditionnelle Colombie de se dire, je suis obligé d'un renouveau. Aujourd'hui, comme tu as pu le voir, il y a quelques hôtels en effet qui ont fermé, etc. Et ça, c'est dû parce que je pense qu'il n'y a pas une vision et on se dit, non, ça a toujours marché comme ça, je ne vais pas changer. Non, c'est là où justement on voit qu'on doit s'adapter au marché. C'est quoi un peu les 3-4 innovations que tu as amenées ou les 3-4 idées que tu avais en tête qui n'ont pas marché ou celles qui ont marché? Ouais, alors je pense que la première des choses, et en venant un petit peu de l'expérience d'une entreprise tech, c'est justement apporter de la technologie sur le secteur de l'hôtellerie. Le secteur de l'hôtellerie qui est souvent un secteur où on doit être avec des processus très carrés, etc. Et c'est de se dire, bon ben voilà, il faut qu'on passe sur une ère de digitalisation au final. Et non pas sortir des cahiers comme on a l'habitude en réception, il faut que tu signes sur le vieux livre, etc. Donc c'est là aussi où je pense justement on a réussi à attraper un peu ce, ce mouvement. Et c'est de se dire, bon, ben, comment est-ce que l'expérience client elle peut être améliorée à travers de la technologie. C'est ça qui est intéressant, c'est de pouvoir mêler un peu cette partie traditionnelle du service, où on doit être vraiment présent avec les équipes, et justement adapter avec la technologie pour améliorer les conditions ici au niveau de l'expérience client. Et la deuxième chose, je dirais, c'est un changement en termes de positionnement. Le Colombien a toujours été une personne quand même assez forte en termes de caractère. Et justement, c'est de se dire, bon, ben, comment est-ce qu'on peut transmettre justement un management un peu différent pour qu'ils se disent, ah, il y a quelque chose de différent dans cette entreprise par rapport à l'autre. Ah, ben, je veux rester ici. Donc je pense que c'est également sur cette partie qu'on doit penser, que j'ai pu adapter en tout cas, prendre des expériences. Et toi, en tant que gérant d'un hôtel, c'est quoi les KPI, les chiffres que tu suis au quotidien, les nombres d'or, tu Ouais, vois, ouais. qui t'empêchent de dormir ou qui te font sourire? Ouais, ouais, alors les premiers, c'est le taux d'occupation. Parce qu'on regarde, ça dépend un peu les centres que l'on a de rendement, si vous voulez, dans un hôtel. On peut avoir la partie hébergement et la partie, bien sûr, food and beverage. Et ensuite, on peut avoir d'autres services qu'on propose dans l'hôtel. Donc, ça dépend vraiment de l'hôtel.
Nous, on a vraiment ces deux bases qui sont la partie hébergement et la partie food and beverage. Donc sur la partie logement, on a taux occupation, prix moyen, le RevPAR qui est le revenu par chambre disponible. Et ensuite, on peut vraiment détailler et aller vraiment à l'intérieur pour savoir le coût de revient de la chambre, etc., par le taux d'occupation, etc. Et ensuite, sur la partie food and beverage, on a le nombre de couverts, on a le prix moyen, on a le coût de revient de chaque plat, la rentabilité que peut donner chaque plat. Donc, on peut vraiment s'amuser sur les détails en termes de chiffres pour avoir ces données-là, mais c'est vrai que je pense que pour un gérant hôtelier, ça nous permet justement de vraiment savoir où est-ce qu'on peut améliorer justement cette partie de rentabilité. Et par curiosité, c'est combien le pourcentage, tu vois, pas exact, mais est-ce que c'est 50-50, tu vois, le fait d'avoir un hôtel-restaurant, ou est-ce que les chambres drive, tu vois, Ouais, 90%, c'est quoi un peu ouais. l'ordre de grandeur? Alors, ça dépend de la taille de l'hôtel, ça dépend de la catégorie de l'hôtel Mm. et ça dépend le prix des chambres que tu vas mettre Ouais. à la vente en fait. Ici, on a un prix qui est plutôt élevé pour le public local, mais pour un public international, on est tout à fait dans les rangs. Aux alentours de 150-200 euros Ouais, la nuit. voilà, exactement. Donc, en termes de prix moyen. Maintenant, ma partie du restaurant et ma partie justement du rooftop qui génère un chiffre d'affaires considérable, euh, c'est pas, c'est pas négligeable. Maintenant, c'est vrai que dans les hôtels, généralement, les hôtels traditionnels, les grosses structures qui ont beaucoup de chambres, généralement, c'est eu 80% la partie chambre, Ok. 20% la partie food and beverage. Pour nous, c'est vraiment différent parce qu'on est un petit hôtel boutique et on a un restaurant qui plutôt travaille bien. Donc, je te dirais, c'est un Ouais. 65-35, ça dépend, on joue sur ces créneaux-là environ. Tu parlais de la rentabilité parce qu'en fait, tu as un double métier. Toi, tu as à la fois le métier de gérer un hôtel, mais Mhm. tu as aussi un groupe d'investisseurs qui investissent de l'argent pour en investir d'autres. Comment tu suis en fait ces deux parties-là en fait? Et qu'est-ce qui est le plus important, tu vois, pour toi? La partie hôtel, qu'est-ce que tu suis, tu vois, en priorité? Et la Ouais. partie investissement, comment on retourne sur investissement sur un hôtel en Ouais. fait? Ah, il y a des choses très intéressantes et ça dépend beaucoup le business plan. Au final, parce qu'il y a des investisseurs qui peuvent se dire, ben, Jean-Sébastien, nous, on veut de la rentabilité sur le long terme ou moyen terme. Le court terme, je ne suis pas intéressé à date d'aujourd'hui. Je veux plutôt que tu te centres sur l'image de marque et positionner l'hôtel. Nous, on a eu de la chance que l'année dernière, en pandémie, on a réussi à récupérer vraiment la dette qu'on avait, une grosse partie de la dette. Et à partir de cette année 2022, on a commencé à distribuer des résultats au bout d'un an d'opération. Donc c'est plutôt très intéressant. Donc l'idée, c'est conserver ces niveaux et bien sûr les augmenter pour mes investisseurs. Mais au final, voilà, on a réussi également à créer cette image de marque et de positionner l'hôtel comme on souhaitait. Donc on a eu des bonnes nouvelles qui nous ont permis justement d'augmenter ça et on continue sur la phase de croissance. Oui, parce que ce qui est impressionnant, c'est qu'en fait, si tu vois, si tu étais une start-up, tu as presque 2 ans d'existence, même pas, quoi, un Mhm. an d'existence, et tu as déjà, je crois, 2 projets en cours, dont un immense bâtiment. À quel moment, tu vois, ça c'était dès le début, ou c'est en fait, tu vois, comment tu fixes ton rythme de. Parce que c'est de la vraie Ouais. croissance, là. En fait, l'objectif de nos investisseurs, ça a été de créer une chaîne hôtelière ici en Colombie. Maintenant, c'est vrai qu'il fallait le matérialiser et voir les premiers résultats qu'on allait avoir en termes d'image de marque pour projeter une éventuelle rentabilité. Donc ça, c'est vrai que ça nous a donné un bon créneau l'année 2021 pour bien voir ce ratio financier et de pouvoir projeter les prochains projets. Là, on va commencer la construction à côté de l'hôtel de la prochaine unité qui s'appelle 23 Living. Ça va être 28 appartements de type vraiment boutique appartement pour middle stay, short term stay. C'est l'objectif et on souhaite être ici à Medellín un centre vraiment un hub de gastronomie, on dit en Colombie entretenimiento, je ne sais plus le mot en français, mais de loisirs pour mixer clientèle internationale et nationale. Et ensuite, on a d'autres projets sur la côte Caraïbe dans le pipeline. Si on revient aujourd'hui, la majorité de tes clients sont étrangers. Mhm. C'est quoi les différentes nationalités? Est-ce que tu vois en fait certaines nationalités plus que d'autres? Ouais. Ça a été très intéressant parce que pendant la pandémie en 2021, ça a été vraiment le public colombien qui était pratiquement à 70% et un 30% international. Mais à partir du mois justement de juin, juillet, c'est là où le public international, quand la Colombie a réouvert ses frontières, est revenu. Donc ça a donné un bon mix.
Au final, on est pratiquement sur, oui, ça a été majorité colombienne l'année dernière de public, et cette année, c'est tout le contraire. Cette année, c'est vraiment, je dirais, un 75% international et 25% colombien. Et les gens qui visitent le plus la Colombie aujourd'hui sont les Américains avec la proximité. Ouais. Tu vois quoi comme autre nationalité vachement présente? Ouais, alors ici à Medellín, on voit essentiellement américains. On voit également beaucoup de personnes qui viennent du Pérou, du Panama, Pays frontalier. ouais, le Mexique. Et ensuite, la première nationalité qu'on a européenne, c'est clientèle espagnole. Français, on vous attend. Et souvent, c'est vrai qu'il y a très peu d'Allemands ou de Français qui voyagent en Colombie. Tu l'expliques par quoi? Ça, c'est une bonne question. Ça, c'est une bonne question. Je pense qu'en France, on a toujours un a priori sur la Colombie. Et il faut vraiment le casser. Ouais. Toi-même qui Bah habites ouais, ici. tu vois, sur mon expérience perso, à chaque fois que j'ai fait venir soit tu vois, ma famille, quand ma mère est venue ici, qui est une autre génération, qui avait vu, je pense, des images à la télé, qu'on pourrait imaginer certains pays, tu vois, aujourd'hui, ou quand j'ai des amis qui viennent, c'est vrai qu'il y a vraiment un avant et un après quand ils ont mis les pieds, notamment dans une ville comme Medellín, Mhm. où je pense qu'il y a beaucoup d'idées reçues, quoi, Ouais. beaucoup d'idées reçues, et le fait d'arriver ici, les gens se disent, mais j'étais complètement loin, quoi. Ouais. C'est Ouais. c'est l'impact de Netflix, non? Aussi. C'est l'impact de Netflix, c'est bien sûr cet impact toujours. Je pense que les médias aujourd'hui, c'est vrai qu'ils se concentrent essentiellement sur l'effet divers Ouais. et on n'arrive pas à voir plutôt la grandeur ou justement ce qui est dans le pipeline en termes de développement économique, macroéconomique ou culturel d'une ville. Également, en tant que médias, les médias devraient s'intéresser beaucoup plus sur cette partie et non pas sur l'effet divers. De toute façon, c'est toujours pareil. On se souvient Ouais, des mauvaises histoires, mais on parle jamais des bonnes histoires ici. exactement. Ça me fait une autre question. Comment tu gères les commentaires aujourd'hui que tu as en ligne? Ouais. Est-ce qu'il y a vraiment beaucoup de commentaires positifs? Est-ce qu'il y a que des commentaires négatifs? C'est un peu le même effet en fait, où les gens j'ai l'impression de mettre des commentaires uniquement quand ils sont pas satisfaits. Ouais. Comment tu gères toi sur les commentaires d'un hôtel? Alors, c'est très intéressant et ça fait partie un petit peu de. Je pense qu'il y a trois types de rétroalimentation qu'au final, ça lance beaucoup cette partie tech également, je pense. Parce qu'au final, il y a toute une expérience client qu'il faut penser avant le voyage. Qu'est-ce qu'il va faire qui va choisir mon hôtel par rapport à un autre hôtel? Donc ça, il faut penser justement à un plan marketing et de se dire, c'est quoi ce booking journey du client? Et surtout quand il vient dans une destination américaine où c'est la première fois, il veut quelque chose top, il veut quelque chose qui le rassure. Donc il y a cette première partie. Ensuite, quand le client est dans l'hôtel, à partir du premier moment où il met les pieds dans l'hôtel, c'est le rôle opérationnel que nous on a avec toutes les équipes de savoir tel client il a demandé une chose, est-ce qu'on peut lui personnaliser une autre chose ou quoi que ce soit. Donc il y a un système qu'on a à travers notre téléphone dans chaque chambre qui permet justement de voir un petit peu quels sont les services qu'ils demandent ou justement les prestations qu'ils souhaitent avoir. Ça permet d'avoir une première rétroalimentation que l'on fait tous les matins avec l'équipe de réception et on voit comment est-ce qu'on peut personnaliser un petit peu. Et ensuite, bien sûr, il y a une fois où le client il part de l'hôtel, il y a les enquêtes de satisfaction. Donc là, la partie tech des OTA, comme on pourrait appeler Booking, Expedia et les différents prestataires, justement, ils ont des systèmes déjà qui sont Ils totalement le font pour toi. automatisés. Et ensuite, nous, on a le nôtre qu'on fait en direct quand le client réserve en direct pour faire ce suivi. Sur la partie, aujourd'hui, il y a une maison que tu connais très bien comme Booking. Un hôtel comme le tien, c'est majoritairement via les autres plateformes, c'est majoritairement en direct. Comment tu accueilles en fait tes clients et tes visiteurs? Ouais. Alors, c'est très intéressant d'avoir eu cette double casquette. Ouais, Parce qu'en effet, quand on connaît, quand on travaille pour un de ces géants de l'industrie hôtelière, on se rend compte de toute la technologie qui est derrière et c'est vraiment incroyable. C'est vraiment à mettre les chapeaux bas et de se dire, bon, ben, en effet, il y a un gros boulot qui a été fait. On parlait souvent de monopole ou quoi que ce soit, mais je pense que c'est au contraire, c'est de se dire, bah, ils ont eu une vision également. Donc maintenant que j'ai la casquette d'hôtelier, c'est en effet de se dire, quelle est ma vision à moi? Comment je vais faire pour attirer ce public pour qu'il
au lieu de choisir Booking ou Expedia, il va le faire à travers justement ce canal direct, soit par ma page web ou ça. Donc, ouais, on a pris également les enseignements et on se dit, justement, je vais pas vous le dire, mais on a du travail encore à continuer à faire. Ce qui est très intéressant, c'est qu'aujourd'hui, on voit une migration également des clientèles qui souhaitent avoir à chaque fois plus de personnalisation. Donc, s'ils ne trouvent pas d'une manière en ligne, ils vont appeler directement à l'hôtel et ils vont se dire, voilà, je souhaite faire une nuit spéciale pour ma femme ou quoi que ce soit, et à voir comment est-ce que nous, on arrive justement à personnaliser vraiment ça. Je pense que pour la catégorie d'hôtels qu'on est, des hôtels boutiques, à chaque fois, on va devoir se diversifier et proposer des nouveaux concepts. C'est là où va être la clé justement pour se dire, ben voilà, je te propose des nouveaux concepts, mais ce nouveau concept, c'est uniquement avec moi et non pas à travers des distributeurs. Et aujourd'hui, les réseaux sociaux sont immenses. Tu vois, Ouais. en Amérique latine, beaucoup dans le monde, mais particulièrement en Amérique latine. Aujourd'hui, c'est une vraie stratégie, toi, en tant que gérante, d'investir dans les réseaux sociaux et tu as des gens qui te contactent sur Instagram et qui Ouais. bookent directement sur Instagram. Ouais, oui, on a une très forte communauté au niveau de nos réseaux sociaux. Ça a été vraiment un investissement, parce qu'au départ, je me disais, mais c'est incroyable, Jean-Sébastien, que tu vas employer 3 personnes pour ça. Tu as 3 personnes aujourd'hui qui bossent sur les réseaux sociaux. Bah, aujourd'hui, parce qu'on a 2 hôtels Ouais, et ouais, potentiellement un ouais. troisième, C'est mais déjà c'est... plus que beaucoup de grosses boîtes, quoi. Voilà, mais alors c'est réseaux sociaux, marketing, hein. Ouais. Événements également. Donc, on souhaitait vraiment de se dire, bon, ben voilà, qu'est-ce qui va faire la différence de nous? Et c'est un investissement dur à faire au départ, mais au final, quand je le vois ici sur le moyen terme, 1 an et demi après, ça vaut la peine. Ça vaut la peine clairement d'investir et de se dire, bon, ben, peut-être ça va m'impacter un peu la rentabilité ou quoi que ce soit auprès de mes investisseurs. À moi justement de mettre les arguments et de dire, ben voilà, comment est-ce que ça va pouvoir générer du profit à la future. Et aujourd'hui, je le vois, ouais. Tu parlais d'expérience, toujours innover dans les expériences. Tu nous en parlais une avant qu'on allume la caméra. Je ne sais pas si c'est une idée ou si c'est en cours aujourd'hui. C'est quoi ta dernière expérience que tu as envie de tester sur ce magnifique hôtel boutique? Ouais, alors je vais pas le dire parce que Ou si tu en as une non, autre? ouais, on cherche vraiment à se positionner vraiment sur la partie un peu bien-être du client. Ici, il faut savoir qu'à Medellín, au final, on est quand même sur une altitude qui est assez élevée, 1800 mètres, c'est ça? 1800 mètres exactement. Donc souvent, avec les longs voyages, longs courriers ou quoi que ce soit, ils peuvent arriver avec des jet lag, ils peuvent arriver avec de la fatigue ou quoi que ce soit. Comment est-ce qu'on peut, à travers d'un service qu'on va fournir, justement, pouvoir donner du bien-être justement à ces personnes? Donc, à travers justement des produits biologiques qu'on a trouvés ici, on va s'associer pour pouvoir donner une prestation en 20 minutes et justement qui va pouvoir euh, remettre sur pied toutes les personnes qui viennent et qui soient fatiguées ou quoi que ce soit, du stress ou quoi que ce soit. Donc, ça, c'est une innovation qu'on voit et qu'on va être les seuls en Colombie à faire actuellement. Et toi, c'est ton rôle en tant que gérant de toujours chercher l'innovation et c'est aussi ce qui t'anime, non? Alors, l'innovation, là, c'est mon équipe de marketing justement qui Ok. l'a faite. Et justement, on cherchait à vraiment transmettre un peu cette partie du bien-être. Comment est-ce qu'on va pouvoir le faire à travers les expériences ici? Donc, on cherche à innover. L'innovation doit être au cœur justement de l'hôtellerie. Elle doit être au cœur pour pouvoir se démarquer, pour pouvoir justement augmenter sa part de marché, etc. Donc, c'est ça qui est intéressant. Et au final, de se dire, ouais, chouette, je suis allé dans un hôtel en Colombie, en plein centre de Medellín, où on m'a proposé tel type de service. Waouh, je ne l'ai pas eu en Europe ou quoi que ce soit. Bon, ben, super qu'on ait pu marquer cette expérience avec ce client. C'est ta meilleure stratégie marketing, non? Le fait que tes clients se souviennent de quelque chose et en parlent aux gens autour d'eux, non? Ouais, ce qu'on parlait avec Jérémy juste avant, c'était comment est-ce qu'on arrive à retransmettre un petit peu ce terme d'hospitalité et comment est-ce qu'on arrive à faire, comment est-ce qu'on arrive justement à retransmettre des souvenirs qu'on a eus avant. C'est là la difficulté, je pense, pour le métier de l'hôtellerie, parce que au final, on parle un peu des 7 sens, partie sensorielle, visuelle, tactile, olfactive, etc. Ben justement, comment est-ce qu'on arrive à faire ça également dans une chambre d'hôtel? C'est ça la grande question. C'est... Peut-être pour finir un peu cette interview, ça va faire plus d'1 an et demi, tu vois, que l'hôtel est
et fonctionnel. Tu as forcément des histoires ou des anecdotes un peu Ouais. plus surprenantes. On profite le fait qu'on s'adresse à une audience française en Ouais. français, donc tu peux te lâcher sur une ou deux anecdotes. Tu aurais quoi à nous partager de drôle que tu as vécu Ouais, oui, on a eu une très bonne expérience avec un chanteur de reggaeton ici de Medellín qui est venu faire son vidéoclip. Et il m'a dit en effet que c'était un petit vidéoclip. Le lendemain, à 6 heures du matin, je vois pratiquement 80 personnes dans l'hôtel. J'avais l'hôtel qui était rempli. Et le plus drôle, c'est qu'ils avaient pris littéralement un espèce de voile qui fait 40 mètres de hauteur. Ils me l'ont mis tout autour de l'hôtel pour que l'hôtel se voit noir pendant le jour. Donc c'est vrai que pour les clients qui étaient dans les chambres, c'était qu'est-ce qui se passe, etc. On a dit, ah, désolé, mais aujourd'hui, vous n'allez pas avoir de vue. Donc c'était une expérience un petit peu ouais, différente pour tourner un vidéoclip dans l'hôtel. Euh, Peut-être ma dernière question pour toi, entre ton stage de troisième, tu vois, aujourd'hui, et à la gestion d'un groupe hôtelier, même si c'est que le début du groupe, je pense que tu as encore à l'amener, ton ultime objectif, c'est de monter ton propre hôtel, c'est ça un peu qui t'anime pour les 20 prochaines années de ta carrière? Ouais, alors je pense qu'il y a justement un objectif, mais au final, quand on a une famille ou quoi que ce soit, c'est de se dire bah, qu'est-ce qu'on va pouvoir laisser à la famille. Et c'est ça cette grande question, c'est de se dire bon, bah, très bien, j'ai pu travailler pour un groupe qui a été très intéressant, mais au final, c'est de se dire bon, bah, également, voilà, qu'est-ce qu'on va laisser comme projet au final. Donc ça, c'est une question qui, en effet, je pense, est intéressante pour tout le monde. Et ensuite, c'est de se dire, bah voilà, aujourd'hui, je suis dans un poste vraiment avec de très forte croissance, donc c'est très intéressant d'apprendre et de voir qu'est-ce qu'on est capable de pouvoir réaliser dans un pays qui a tellement de potentiel aujourd'hui. Il y a un point très intéressant que je souhaiterais mettre, c'est justement un petit peu cette partie du nouveau gouvernement, parce qu'au final, il y a trois objectifs, mais pour moi, c'est très important que également le public français puisse le savoir ici en Colombie. Euh, la politique du nouveau gouvernement, C'est la première fois qu'il y a un gouvernement de gauche en exactement, politique. exactement. Et ensuite, c'est vrai que souvent, on pensait à un modèle très capitaliste ici en Colombie. Et aujourd'hui, c'est justement de se dire, bon, ben, comment préserver justement ce modèle capitaliste, mais également transformer un petit peu toute la société colombienne, où pratiquement c'est 60% de la population colombienne qui aujourd'hui a besoin justement de nouveaux projets. Donc la première des choses pour le nouveau gouvernement, c'est justement d'instaurer la paix dans tout le pays. Donc ça, c'est très intéressant, je pense, ça peut donner une grosse valorisation à la Colombie. Aujourd'hui, nous qui habitons ici, on ne voit pas ça. On ne le voit pas, mais on écoute. On écoute dans les régions un peu isolées, etc. La deuxième chose, c'est justement montrer la diversité et la beauté de la Colombie. Ils veulent préserver ça. Et ça, je pense, c'est un atout également qu'on doit se penser à titre écologique, de se dire, bon, ben, en effet, on a de très fortes richesses naturelles ici en Colombie. Comment est-ce que nous, également, en tant que professionnels de hôtellerie, ben, on peut diminuer ça. Donc, c'est un des objectifs également dans le groupe hôtelier que je manage qu'on souhaite faire. Et au final, la troisième partie, c'est justement de se dire, toutes les populations qui sont aux alentours, justement, qui n'ont pas forcément un fort développement économique, comment les intégrer dans cette industrie du tourisme. Donc, il va y avoir un très fort ce qu'on ressent, c'est justement ils vont développer beaucoup les zones aux alentours des villes et les zones un peu isolées au niveau du tourisme, au niveau de l'écotourisme et l'agrotourisme. Agrotourisme. Donc ça, je pense que c'est très positif également parce que ça va ouvrir un champ très grand pour la Colombie dans des régions où aujourd'hui personne ne va. Ils ont réussi à le faire sur le café, donc il faut juste le dupliquer sur les autres industries. Exactement. Ma dernière question pour toi, si tu n'avais pas fait ce stage de troisième dans l'hôtellerie, tu aurais fait quoi comme stage de troisième ou ton deuxième rêve d'enfant Ouais, c'était prof de géographie à l'origine, mais beaucoup de la géographie. Je remercie le système de l'éducation française qui après mon bac, m'a dit non, tu n'es pas admis à la fac de géographie. Et donc, c'est pour ça que je me suis orienté sur la partie business plus hôtellerie. Mais la géographie est quelque chose, en effet, que j'aime beaucoup, toujours. Bah écoute, je vais finir la conclusion.
Bah, merci énormément pour l'accueil que tu nous as réservé et pour ce magnifique lieu. C'était vraiment un vrai plaisir de découvrir le métier, tu vois, de gérant d'hôtel aujourd'hui. Mhm. Je pense que tu nous as appris énormément de choses. Merci infiniment pour le temps que tu nous as accordé. Ben non, à vous et bienvenue en Colombie. On vous attend. On a tout, Gus, non? 54 minutes.